Bon, bah, bonjour à toutes et tous. On espère que vous nous écoutez. Mettez un petit mot dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien. On est à la fois heureux de vous accueillir cet après-midi et un peu désolé de ce qui s'est passé, hein. Vous savez qu'il y a un mouvement social des personnels de nettoyage à Dauphine, des personnels dont une partie s'est fait licencier par la société sous-traitante de Dauphine. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur ce qui se passe, mais on est tous très attentifs à la situation. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui pour la conférence inaugurale de cet enseignement qui est intitulé Enjeux écologiques du 21e siècle. Vous voyez devant vous, mais on va se présenter bien sûr plus amplement, mais vous voyez Isabelle Catto, vous voyez Ivar Ekland, vous allez bientôt voir Margali Regueza, notre invitée. Et nous allons procéder de la manière suivante. Dans l'heure et demie que nous allons passer ensemble, on va d'abord vous présenter le cours et son fonctionnement. Et puis ensuite, dans une quinzaine de minutes, nous donnerons la parole à Magali. Donc, entrons dans la présentation de ce cours et passons donc à notre deuxième diapositive. Isabelle, si tu veux bien. Alors là, ça ne bouge pas. Tu veux... Hein? Là, ça n'a pas bougé? Non, là, ça n'a pas bougé. Et là, est-ce que ça bouge pour vous? Un cours pluridisciplinaire. Hein? Ivar? On est sur la 2. On est sur la diapositive. Ah, bah c'est parfait. Donc, OK. Donc, je prends la main, Isabelle. Alors, ce cours, c'est un cours pluridisciplinaire qu'on est très, très, très heureux d'avoir créé il y a 4 ans, hein, bien avant le rapport Jouzel. Peut-être savez-vous qu'il y a eu un rapport Jouzel qui demande que l'enseignement supérieur fasse un très gros effort pour améliorer la formation sur ces questions. Eh bien, nous, dès 2018-2019, on a pris conscience, notamment grâce à Ivar Ekland, qui est là, qui est un mathématicien très connu et l'ancien président de l'université Paris-Dauphine. Nous avons pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et donc nous avons conçu à quelques-uns ce cours, un cours pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il est fabriqué par des gens qui viennent de disciplines différentes. Ivar est mathématicien, Isabelle Catto est également mathématicienne, mais nous avons dans l'équipe, on y reviendra tout à l'heure, Stéphanie Mongeon qui est économiste, moi je suis sociologue, Béatrice Parence est juriste, et donc on a essayé de construire un cours qui fasse appel à la fois à des notions de sciences exactes et naturelles et de sciences humaines et sociales. Ce cours est à destination de l'ensemble des étudiants de première année, à la fois qui relèvent de MIDO et de LSO. Et la deuxième année, vous n'êtes pas ensemble, car la deuxième année, chacun reprend en quelque sorte ses billes. Il y a un cours de grands enjeux contemporains en LSO et un autre type de cours en MIDO. Alors, vous allez découvrir que ce cours est un peu spécifique. C'est un cours qui repose encore beaucoup sur des leçons qui vous sont envoyées par Moodle, que vous ouvrez, qui sont animées. Nous les avons conçues de manière à ce que vous puissiez jouer avec elles. Elles commencent par un quiz, on vous pose des questions, on vous pose des questions aussi à la fin. On pense que c'est assez agréable. Et puis, vous avez aussi des amphis. Alors, les 12 leçons, vous voyez leur titre ici devant vous, hein. On commence par une histoire des relations entre humains et nature, c'est-à-dire on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de ces relations. Et puis, vous avez toute une série de cours qui reviennent sur les mouvements de la Terre, l'effet de serre bien sûr, le cycle du carbone, la biosphère. On vous parlera aussi du coup d'accélérateur. On regardera les institutions qui sont spécialisées dans la gestion de ces problèmes, ou du moins dans les connaissances et l'information, notamment le GIEC, hein. On regardera toutes les questions relatives à la transition énergétique, les leviers de réduction des émissions. On s'interrogera sur la question de la croissance et des liens entre croissance et environnement. Et puis, on aura une leçon sur la société de consommation et on terminera par quelques chiffres clés.
Alors voilà l'équipe. Je vais laisser Isabelle se présenter, Isabelle Cateau. Je lui passe la parole. Alors, moi, je suis chercheuse au CNRS en mathématiques à Dauphine. Je suis responsable de la double licence, intelligence artificielle des sciences des organisations. Membre aussi du conseil environnemental et social de l'université, donc impliquée depuis, pas depuis le début, puisque les fondateurs sont Dominique et Yvar Ekland et Stéphanie Mongeon, mais impliquée depuis peu dans le cours de première année. Et avec Yvar Ekland, nous avons aussi conçu une option pour les étudiants de deuxième année MIDO qui prend la suite de la première année. À toi, Yvar. Oui, bonjour. Je suis Yvar Ekland. Je suis un ancien, puis je suis arrivé à Dauphine en 1970. Mais après mon séjour au Canada, j'y ai passé 10 ans comme diriger un institut de mathématiques. J'ai vu ce qu'était le réchauffement climatique. Je pense qu'il est largement sous-estimé et je fais de mon mieux pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Je vous signale d'ailleurs, si ça vous intéresse, que j'ai fait une BD sur le sujet qui est disponible et qui s'appelle Urgence climatique. Merci. Merci beaucoup Yvar. Donc moi je suis la troisième de l'équipe, je suis professeure de sociologie à Dauphine, j'ai dirigé le laboratoire de sciences sociales pendant 10 ans. Aujourd'hui je m'occupe de la préparation au concours administratif, ça peut intéresser certaines et certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses à changer dans nos politiques publiques et donc c'est très intéressant de se lancer dans ce type de carrière. Mais évidemment, je serai à votre disposition si vous vous posez des questions sur votre trajectoire et si vous avez envie de cette trajectoire. Et puis, par ailleurs, je suis présidente de l'Institut Veblen, qui est un institut qui travaille sur la transition écologique et sociale. Dans le reste de l'équipe et parmi les créateurs donc de ce cours, il y a Stéphanie Mongeon. Stéphanie Mongeon n'est pas là aujourd'hui, c'est une économiste. Elle est enseignante-chercheuse, professeure d'économie au laboratoire d'économie de Dauphine, spécialisée en économie de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à l'ADEME, qui est une importante agence. Elle est déléguée à la responsabilité environnementale de l'université, un poste très important, hein. Et elle est aujourd'hui co-responsable du Master 1 Affaires internationales et développement et du certificat Transition écologique et responsabilité sociale. Vous verrez qu'on vous offre un grand nombre de cours, de types de formations autour des questions de développement durable, hein. Il y a un Master développement durable qui est donc abrité qui se développe au sein des affaires internationales et du développement, et puis un certificat spécial que vous pourrez évidemment prendre dans quelques années. Et puis la dernière de l'équipe, Béatrice Parence, qui est professeure agrégée de droit, spécialisée en droit de l'environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi en droit de la santé, et qui s'occupe d'un important plan national santé-environnement. Voilà pour l'équipe. Maintenant, quelques mots sur la manière dont vont se dérouler donc les cours et notamment les évaluations. Donc, comme je vous disais, ce cours est un mixte de leçons que vous allez recevoir, hein. On va mettre une leçon par semaine sur Moodle. Donc, c'est très important que vous accédiez à votre Moodle. Vous recevrez une leçon par semaine que vous êtes censé regarder et vous aurez également 5 cours en amphithéâtre. De toute façon, ce PowerPoint que je vous présente, vous le recevrez, hein, donc vous aurez toutes les infos. Et puis, l'ensemble de la séance d'aujourd'hui est enregistré. Donc, vous pourrez à nouveau regarder tout cela. Et donc, 5 cours en amphithéâtre à des dates différentes pour les LSO et les MIDO. Et les amphithéâtres, eh bien, vous permettront de poser un certain nombre de questions et puis reviendront de façon un petit peu plus approfondie sur certaines des leçons. L'évaluation se fera au cours d'un examen final, un examen en ligne sur machine. Et ce que nous voulions vous dire, c'est qu'il faudra bien sûr que vous ayez bien lu les différentes leçons, mais qu'on vous dira aussi en amphithéâtre des choses importantes qui pourront faire partie de l'évaluation de fin d'année. Donc, venez assister aux leçons en amphithéâtre.
Continuons cette présentation. Voilà, là, vous n'allez pas le noter comme ça, mais donc je vous montre que les cours, vous voyez, seront groupés au mois de novembre, hein, avec chacune d'entre nous qui assurera 2 amphithéâtres sur des sujets différents. Et puis, je termine cette présentation en vous rappelant que Dauphine est très attachée à tous les événements qui concernent ces questions écologiques. Et donc, il y a toute une série d'événements rassemblés sous le timbre Dauphine durable que vous trouverez dans ce slide. Là, c'est trop petit pour que vous puissiez le voir, mais il y a des conférences, il y a des films, il y a énormément de choses comme vous pouvez le voir et vous pourrez consulter cela lorsque nous vous enverrons ce PowerPoint. Et bien maintenant, nous allons donner la parole à Magali Regueza. La dernière fois, vous savez que vous êtes tellement nombreux que nous avons dû vous séparer en 2 présentations distinctes. Une première présentation a eu lieu il y a 2 jours. C'était Claire Nouvian, notre invitée, la fondatrice de Bloom. Si vous êtes intéressé par son intervention, vous pouvez la retrouver puisqu'elle a été enregistrée. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter, de pouvoir écouter. C'est pour ça qu'on voulait surtout pas supprimer cette séance. La présentation de Magali Regueza, qui est docteur en géographie, qui a enseigné à l'École normale supérieure. Elle a un parcours très, très, très intéressant qui mélange des aspects scientifiques et aujourd'hui, elle est détachée à la Cour des comptes. Elle a participé au rapport de la Cour des comptes sur le changement climatique. Donc, c'est une personne aux multiples facettes et c'est pour ça qu'on a souhaité l'inviter aujourd'hui et on la remercie très, très, très chaleureusement d'avoir bien voulu se joindre à nous et je lui donne tout de suite la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Bon, super. Bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que Dominique a parlé du rapport Jouzel. J'ai eu la chance d'y participer. Et donc, je voulais commencer, avant de vous montrer une petite vidéo, par vous cadrer un petit peu le sujet. Qui est un sujet qu'on peut présenter de manière un peu différente quand on est chercheur, quand on est impliqué dans ces questions climatiques en fonction des jours. Ce que je vais vous présenter dans les pages qui suivent, évidemment, ce n'est pas forcément le plus rigolo, ça peut être inquiétant, et souvent, quand on est scientifique du climat et puis quand on travaille dans le champ du climat et de la biodiversité, on a cette inquiétude qui monte face à un paradoxe qui est celui que le diagnostic est posé, et je vais essayer au cours de la présentation de vous poser le diagnostic. Le diagnostic est posé, toutes les thérapeutiques existent. Je dis bien toutes les thérapeutiques existent. C'est comme si vous aviez une maladie très très grave qui peut vous tuer et pour laquelle on vous dit il y a plein de traitements. Ces traitements, ils marchent, ils sont efficaces, ils sont accessibles. En termes économiques, ils sont même efficients, c'est-à-dire que les bénéfices qu'ils vont vous apporter sont beaucoup plus importants que ceux que vous aurez à ne pas vous soigner. Et même plus que ça, c'est qu'il y a des bénéfices dont vous n'imaginez même pas l'existence pour vous, mais aussi pour votre entourage, pour votre famille, pour vos amis, pour tous ceux qui vous entourent. Et en tant que scientifique, en tant que membre d'une administration, en tant que membre d'une entreprise, enfin tous les gens qui se mobilisent aujourd'hui autour de ces solutions sont parfois découragés parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne va pas assez fort. Et parce qu'on sait que si jamais on ne se soigne pas, par contre, il va se passer des choses assez douloureuses. Et là encore, pas simplement pour nous, mais pour nos proches, pour des gens auxquels on tient. Et puis pas simplement pour des gens qu'on ne connaît pas de l'autre côté de la planète, mais pour des gens qui vivent à notre côté et pour nous-mêmes. Et donc, selon les jours, vous allez voir des personnes qui vont vous parler du climat qui sont plus ou moins enthousiastes. Moi, il y a des matins où je me réveille en me disant, mais j'en ai marre, je vais aller élever des chèvres, je sais pas, je vais aller… Et puis, juste après, je vais discuter avec des personnes qui sont investies, avec des chercheurs, et me dire, mais c'est dingue en fait, on va pouvoir y arriver. Et donc, toute la difficulté quand on vous parle du climat,
quand on vous parle de la biodiversité, quand on vous parle des questions environnementales, c'est comme il y a une vingtaine d'années quand on faisait les cours sur le développement, la pauvreté, les inégalités hommes-femmes, le racisme. C'est qu'on avance. On ne peut pas dire qu'on fait rien, c'est pas vrai. Les émissions mondiales, elles augmentent, mais moins vite que ce qu'elles auraient augmenté si on n'avait pas eu 30 ans de COP derrière nous. Et donc, toute la difficulté, c'est de parler sans inquiéter, de dire les choses, de montrer qu'on peut faire, d'expliquer pourquoi on ne sait pas. Et malheureusement, on se pose beaucoup de questions pour comprendre pourquoi on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas assez, pourquoi on ne fait pas assez vite. Et puis de se dire aussi, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que, comme je vous l'ai dit, et je vais essayer de vous en parler, on sait quel est le problème, on connaît les solutions, on sait à peu près comment les appliquer, on connaît les bénéfices, on sait quels sont aussi les obstacles et c'est très important quand on va calibrer des politiques publiques de comprendre aussi les leviers et les freins de ces politiques publiques. Et pour autant, parfois, on peut avoir cette frustration qui est de dire « ça ne va pas assez vite ». Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pour vous dire que ce que je vais vous dire, en fait, c'est pour vous démontrer que rien n'est perdu. Simplement, à mesure qu'on avance, eh bien, les efforts à faire sont plus importants. Vous savez, c'est comme quand on arrive à un partiel, quoi. Si on révise régulièrement, c'est un peu plus simple que si on attend la veille. Bon, alors, il y a des gens qui aiment bien vivre avec le danger, hein, donc ils arrivent en faisant une impasse. Ça peut passer. C'est plus rare, hein. Et puis, quand vous faites des impasses, il y a ceux qui sont très bons, qui en ont pas fait beaucoup et qui s'en sortent mieux parce qu'ils ont plus de compétences, plus de capacités, plus de moyens pour réussir. Et puis, il y a ceux qui ont accumulé les difficultés et s'ils font en plus des impasses, ça ne marche pas. C'est exactement la même chose au niveau climatique. Sauf qu'évidemment, là, vous ne jouez pas une note à un partiel, vous jouez l'avenir d'un certain nombre de personnes dont certaines sont déjà touchées par le changement climatique. Alors, ce que je vais vous montrer ici très rapidement, c'est une vidéo. Pour vous montrer un peu de quoi on parle, cette vidéo, elle a été produite par Christophe Cassou, qui est un des auteurs, alors c'est pas la sienne, hein, mais il la montre très souvent dans les formations que nous réalisons quasiment tous les mois aujourd'hui aux fonctionnaires, aux hauts fonctionnaires, puisque l'État a lancé un plan de formation et de sensibilisation au climat pour 10 000 hauts fonctionnaires qui sont ceux qui vont prendre un certain nombre de décisions et mettre en œuvre les politiques publiques. Et on s'est dit que pour que des décideurs puissent correctement décider, il fallait évidemment qu'ils sachent de quoi on parle. La bonne nouvelle, c'est que, je vais commencer par la mauvaise, puisqu'on a dit qu'on n'allait pas commencer à déprimer tout le monde, c'est que quand vous parlez à ces hauts fonctionnaires, vous voyez que beaucoup n'ont pas conscience de ce qui peut se passer, de ce qui est en train de se passer. Et que beaucoup pensent savoir, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont à des postes de responsabilité, et en réalité ne savent pas. Et il n'y a rien de pire que ces gens qui savent. Parce que quand vous savez, vous n'êtes plus prêt à écouter des informations qui vous mettent en danger parce que ça vous propulse dans un champ de décision pour des problèmes que vous n'avez jamais eu à traiter. Et donc là, vous avez des réflexes, et peut-être que vous allez les avoir aussi pendant cette intervention. Je vais rigoler, je vais me dire, oh, c'est pas si grave, oh, elle exagère. Puis ensuite, il y a le moment, la panique. Oh là là, mais je ne peux plus rien faire parce qu'évidemment, je ne sais pas faire. Je ne sais pas puisque je n'ai jamais eu à traiter ça. Alors certains vont se dire, je vais ramener ça au problème précédent. Je vais essayer de prendre dans les solutions que j'avais avant ce qui a marché pour me ramener à une routine qui me permet de traiter les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ces formations, non seulement les gens sont plutôt contents, mais surtout ils comprennent qu'il y a des possibilités d'action. Et ils arrivent à traduire des éléments assez généraux, et vous verrez qu'on est toujours dans de la généralité, parce qu'il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Ils arrivent à commencer à se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, ça ne veut pas dire forcément apporter tout de suite des réponses, mais si vous voulez régler un problème, si vous posez mal la question, c'est ce qu'on fait en recherche en permanence, on apprend à poser d'abord les questions avant d'y répondre. Pour bien répondre à une question, il faut correctement poser le problème. Et ce type de formation permet aux décideurs, aux hauts cadres de l'administration, de raisonner un peu différemment. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on sent aujourd'hui une rupture absolument phénoménale, générationnelle. C'est-à-dire qu'entre des gens qui sont en fin de carrière, plutôt des messieurs, plutôt
WASP, on va dire, pour ne pas… On voit bien qu'il y a une différence entre ces messieurs qui sont passés par des grandes écoles d'ingénieurs avec tout un habitus, les cadras, ceux qui sont entre deux, et puis les jeunes qui arrivent et qui tout de suite ont pris la mesure de ce qui se passait. Et ça, d'emblée, je vous laisse réfléchir pour les questions, mais on va beaucoup parler de justice, on va beaucoup parler d'équité, on va beaucoup parler de la manière de procéder pour que cette transition, puisque c'est de ça dont on parle, soit engagée. Ce n'est pas à la jeunesse, ce n'est pas aux chercheurs, ce n'est pas aux citoyens, ce n'est pas à tous ceux individus qui nous entourent de porter à eux seuls la charge de la transition climatique, cette charge mentale. En revanche, chacun doit pouvoir y contribuer à sa manière, à sa façon. Il doit pouvoir se demander ce qu'il est prêt à faire, comment il veut le faire, sans se mettre en danger psychologiquement, sans se mettre en danger physiquement, en choisissant les moyens de s'engager comme il veut. En vous parlant aujourd'hui, moi je considère que c'est une forme d'engagement, parce que je partage avec vous, en tant qu'ancienne chercheuse et ancienne enseignante, ces formes de transmission des connaissances qui vous permettront ensuite, vous, en tant que citoyen, de décider de ce que vous voulez faire et de ce que vous ne voulez pas faire. Et donc, vous voyez que d'emblée, on bascule vers des considérations qui sont des considérations morales, politiques, éthiques. Moi, je vais me contenter aujourd'hui de vous présenter des faits. Qu'est-ce que j'appelle des faits? Ce sont des éléments qui ont été documentés par la science et qui font l'objet d'un consensus scientifique. Faire l'objet d'un consensus scientifique, ça ne veut pas dire que les scientifiques se sont mis autour d'une table et ont voté à la majorité. C'est de dire qu'à un moment, la science a suffisamment avancé pour établir ce qu'on appelle un fait scientifique. Quelque chose qui est démontré, prouvé, au même titre que 2 plus 2 font 4, au même titre que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Ces faits ne sont pas des opinions. Je ne crois pas au changement climatique. Je ne crois pas que 2 et 2 font 4. Je peux penser, en mon âme et conscience, que 2 et 2, ça fait 5 ou que la Terre est plate. Ça ne correspond juste pas aux résultats de la science. Et donc, dans le discours ambiant, il va falloir faire la différence entre ce qui relève du fait et ce qui relève de l'opinion. L'opinion est en droit, elle doit s'exprimer librement dans les mesures de la loi, mais toutes les opinions ne se valent pas. Et quand on veut décider de manière rationnelle, il est nécessaire de s'appuyer sur des faits lorsque ces faits ont pu être établis. Est-ce que Dominique, tu peux passer la petite vidéo en slide 2 Mais est-ce que tu vois est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, d'accord. Donc je peux y aller là? Alors moi, par contre, je vois que ta slide 1. Je ne vois pas il faut passer à la slide 2. Tout à fait. Voilà. On y va? On y va. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une image de la NASA qui a été prise. Donc, c'est une image en fait du CO2 émis dans l'atmosphère, qui va s'accumuler dans l'atmosphère terrestre. Elle a été prise en 2006. À cette époque, le changement climatique d'origine humaine est déjà là, mais on est autour de plus 100 degrés par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire en gros la moyenne des températures qu'on a entre 1850 et 1900 au niveau de chaque année sur l'ensemble de la planète. Plus c'est rouge, plus il y a du CO2. Et si vous regardez en bas, on voit les mois de l'année. Là, par exemple, on est en avril, on va arriver, donc on voit jour par jour ce qui se passe. La première chose que vous constatez, c'est que c'est d'abord des émissions qui sont, ça ne vous surprendra pas, dans l'hémisphère nord. Et on voit très nettement apparaître la triade, les États-Unis, l'Europe, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Et ce que vous voyez progressivement, c'est que le CO2 n'a pas de frontières. On se fiche de savoir qui a émis la molécule. La physique ne s'intéresse pas aux responsabilités d'émission. Ce qu'on voit, c'est que les molécules, elles partent dans l'atmosphère et qu'elles vont s'accumuler dans l'atmosphère. Puis nous arrivons au mois de juin. Ce que vous voyez, c'est que subitement, l'hémisphère nord devient de moins en moins rouge. Alors, première hypothèse, il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre.
quand on sait que ces émissions, elles sont liées à la combustion des énergies fossiles, même si on arrête le chauffage dans l'hémisphère nord, vous imaginez bien que ça ne va pas suffire. Et on voit en revanche que dans l'hémisphère sud, vous avez des lieux d'émission, notamment en Afrique, notamment un petit peu en Océanie, pas beaucoup au niveau du Brésil, alors qu'on sait que c'est un émetteur important. En fait, ce qui est en train de se passer ici, ce que vous voyez, c'est la saisonnalité des puits naturels de carbone. L'hiver, les forêts, la végétation disparaît dans l'hémisphère nord. Et donc, cette végétation ne peut plus capter le carbone. En revanche, dans l'hémisphère sud, c'est l'été, donc la végétation est luxuriante. À l'inverse, quand vous arrivez dans l'hiver austral, bien, vous avez des puits de carbone. Sauf que, évidemment, vous avez des zones intertropicales, typiquement là où vous avez l'Amazonie, où les puits de carbone terrestres continuent de capter le carbone. Et donc, ce que vous voyez sur cette vidéo, c'est typiquement ce qu'est le changement climatique. Dominique, est-ce que tu peux passer au PowerPoint suivant? Bien sûr. En fait, ce que vous voyez là, c'est que le changement climatique, c'est un processus physique qu'on mesure à partir de l'augmentation de la température globale annuelle de la planète Terre. C'est un indicateur. On a beaucoup d'autres indicateurs pour nous expliquer qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, j'insiste bien sur ce point, d'origine humaine, sont responsables d'une évolution dont on voit les conséquences à partir notamment de l'élévation de la température du globe, mais on pourrait aussi la voir à partir de l'élévation, par exemple, de la température des océans, des bouleversements dans la saisonnalité ou d'un tas d'autres problèmes. Dominique, tu peux passer à la slide suivante. Alors, depuis maintenant 3 ans, le GIEC, c'est-à-dire 195 États qui se sont mis, dont la France, mais aussi la Russie, les pays producteurs de pétrole, le Brésil, la Chine, l'Inde, les États-Unis, se sont mis ensemble à partir des années 90 pour dire, voilà, si nous voulons décider, nous devons nous appuyer non pas sur des opinions, mais sur des faits. Donc, nous allons missionner des scientifiques qui ne sont pas membres du GIEC, mais qui sont auteurs du GIEC, pour faire une revue de toute la littérature existante, de tout ce que la science a produit, pour nous dire où en est l'état des connaissances sur 3 points, le climat et les mécanismes qui conduisent au changement, les impacts de ce changement sur les sociétés humaines et les solutions qu'on appelle d'adaptation pour y répondre, et puis les moyens de lutter contre cette évolution des températures du globe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les experts du GIEC ont rendu il y a 3 ans leur 6e rapport en 3 volumes, près de 9000 pages, c'est colossal. Ils ont regardé pour chaque volume près de plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques et ils ont établi pour la première fois des certitudes, c'est-à-dire des faits qui sont des faits établis. Autrement dit, quand vous entendez par exemple à la télé que le GIEC exagère, le GIEC c'est la France. Le GIEC n'exagère rien. Les scientifiques du GIEC ne sont pas des scientifiques militants, ils se contentent de faire des synthèses. Le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche, c'est une organisation internationale. Les scientifiques du GIEC ne font pas de la recherche, ils font des rapports dans lesquels ils évaluent l'état des connaissances. Le GIEC ne recommande rien, le GIEC ne préconise rien. Le GIEC fait de l'expertise où il examine les données qui existent et essaie de regarder si elles sont robustes ou non, essaie de regarder si elles sont fiables ou pas, essaie de regarder le degré de certitude avec lequel on peut parler de tel ou tel phénomène. Et pour la première fois, eh bien, les scientifiques du GIEC et le rapport du GIEC a démontré un certain nombre de faits
qui ont été ensuite résumés dans un rapport, dans un résumé, pardon, qui a été transmis aux représentants des 195 États. Et les 195 États ont validé mot par mot, je dis bien mot par mot, les conclusions du rapport. Ces États n'ont pas le droit de demander aux scientifiques de changer leurs conclusions, mais ils peuvent refuser que des conclusions tirées par les experts scientifiques figurent dans le résumé. Tout ce que je vais vous présenter par la suite a été évidemment validé par les scientifiques comme étant des faits, mais surtout a été validé par les États, y compris les États tels que la Chine, les États-Unis, la Russie ou les pays du Golfe. Donc, ce qui est ici, ce qui est écrit ici, quoi qu'en disent les dirigeants politiques, quoi qu'en disent les chaînes d'infos en continu, quoi qu'en disent certains partis politiques, ce sont des faits qui ont été validés dans le résumé aux décideurs par les États, autrement dit par la France, par l'Europe, enfin par tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La première chose, on nous dit qu'aujourd'hui, on observe, je dis bien on observe, ce n'est pas des projections de modèles, on observe des changements sans précédent voulant dire sans précédent dans l'histoire connue de l'humanité et au-delà, dans certains cas, de la planète. On a observé depuis 1900 un changement climatique, je vous l'ai dit, d'à peu près 1,1 degré. Aujourd'hui, on en est plutôt à 1,15 au niveau mondial. Et la concentration de CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis 2 millions d'années. Pour vous donner un ordre de grandeur, Lucie, l'Australopithèque, c'est 3,5 millions. L'homme moderne tel qu'on le connaît, c'est-à-dire en gros l'homme Cro-Magnon, enfin celui qui s'est sédentarisé, la dernière période de réchauffement, c'est il y a 10 000 ans. À la fin de ce siècle, l'homme aura réussi par son activité à réchauffer la planète autant sur 150 ans que ce que la planète a fait naturellement en plus de 125 000 ans. Pour vous le dire autrement, ça veut dire qu'aucun être humain moderne n'a eu à s'adapter à un changement aussi brutal, aussi rapide et aussi intense. Les continents se réchauffant plus vite que les océans, ça veut dire qu'en moyenne, on a 1,1, mais quand vous êtes sur des continents, on est plutôt autour de 1,7. Actuellement, en France, c'est 2. Les continents se réchauffent plus vite que les océans. Slide suivante. Ces changements sans précédent sont imputables à 100% pour les 10 dernières années et quasiment exclusivement à l'homme depuis la période pré-industrielle. Le climat a toujours varié de manière naturelle, mais les plages de variation qu'on observe aujourd'hui ne sont pas possibles sans intervention humaine. Ce que vous voyez sur ce graphique, on va simuler, on va reconstruire le climat. Si on fait intervenir uniquement les phénomènes naturels, les volcans, la trajectoire de l'orbite planétaire, le soleil, tout ce que vous voulez, ça ne suffit pas à faire coïncider les simulations avec ce qu'on observe. Pour faire coïncider ça, il faut faire intervenir l'activité humaine. Ce qui veut dire très concrètement que 100% du réchauffement actuel est d'origine humaine. Ça veut dire concrètement aussi que vous, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, vos petits-enfants ne connaîtront plus jamais le climat que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les hommes du Moyen-Âge, les hommes de l'Antiquité ont connu. Parce que le climat aujourd'hui est réchauffé par l'homme. Et la difficulté qu'on a, c'est que ce processus est irréversible pour la raison suivante. Dominique, slide suivante. C'est que ce changement climatique, il est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est un peu comme une baignoire, si vous voulez. Dans une baignoire, vous avez, imaginez une baignoire dans laquelle vous laissez couler le robinet. Il y a une bonde qui permet à l'eau de s'évacuer, c'est les puits de carbone.
Donc, vous avez un équilibre qui fait que la baignoire ne déborde pas. Imaginez maintenant que vous rajoutez un énorme tuyau dans la baignoire qui rajoute de l'eau. La bonde, elle continue à évacuer, mais elle n'est plus assez grande pour évacuer. Et donc, au bout d'un moment, l'eau s'accumule dans la baignoire et elle finit par déborder. C'est exactement la même chose qui se produit au niveau de la planète. Les gaz à effet de serre, notamment le CO2, s'accumulent dans l'atmosphère. Parce que les mécanismes naturels de captation du carbone, les océans, les forêts, les sols et toutes les zones humides notamment, ne sont plus en capacité d'absorber ces gaz à effet de serre qui sont absolument nécessaires, ils sont indispensables ces gaz à effet de serre. Si on ne les avait pas, la planète elle serait beaucoup plus froide qu'aujourd'hui, mais qui sont en surnombre et qui donc vont s'accumuler. Un peu quand vous mangez trop, les graisses vont s'accumuler sur votre ventre et sur vos fesses, là c'est pareil, ça va s'accumuler dans l'atmosphère. Et ce cumul de CO2, eh bien, on ne sait pas aujourd'hui aller chercher le CO2 dans l'atmosphère pour l'enlever. Autrement dit, on est dans le cas d'une personne qui a mangé beaucoup plus que son organisme ne pouvait éliminer, qui continue à grossir alors même que cette accumulation dégrade sa santé et de manière systémique. Parce que l'atmosphère, la planète, c'est un peu comme un corps humain. Si vous commencez à dégrader les mécanismes de régulation, ça va avoir une influence sur tous vos organes. C'est exactement la même chose au niveau planétaire. Et donc, à chaque fois que vous ajoutez une molécule de CO2 ou de méthane ou de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, eh bien, vous réchauffez cette atmosphère. C'est ce que je vous montrais dans la première vidéo. Peu importe la manière, peu importe qui, peu importe où, chaque molécule de CO2 accumulée vient s'ajouter à celles qui ont été accumulées pendant les 100 années, 150 années précédentes. Et nous ne savons pas aller les chercher. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que pour stopper ce changement climatique, il suffit d'arrêter d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère. Et le changement climatique s'arrête quasi immédiatement. Tu peux, suivante s'il te plaît. Pourquoi c'est important? Parce que si l'augmentation des températures elle est progressive, chaque dixième de degré compte parce que les conséquences du changement climatique ne sont pas linéaires, elles fonctionnent par des effets, ce qu'on appelle des effets de seuil. À chaque fois que vous réchauffez l'atmosphère, vous avez des conséquences, par exemple, sur les phénomènes extrêmes. Les extrêmes chauds, canicule, les extrêmes humides, pluie intense, les extrêmes sèches, sécheresse. Et plus vous réchauffez, plus la probabilité, la fréquence, l'intensité et la précocité, ou au contraire le caractère tardif, augmentent. Dans un climat non réchauffé par l'homme, certains événements qu'on voit aujourd'hui n'auraient aucune chance de se produire. Vous vous souvenez tous de l'été 2002? Cet été 2002, dans un climat réchauffé au niveau mondial à 2 degrés, il devient un été normal. Ça veut dire qu'en moyenne, vous l'avez 1 an sur 2. Si on continue sur la trajectoire actuelle des émissions qui nous amène à 3 degrés au niveau mondial, cet été 2022 deviendra un été froid. Et ça marche sur à peu près tous les phénomènes, c'est-à-dire que des événements qui étaient quasiment impossibles vont devenir possibles, d'occurrence normale, puis fréquents. Je continue. Pourquoi c'est problématique? Parce que, évidemment, ça crée des impacts, vous l'avez vu, sur ces phénomènes naturels qui sont à l'origine de catastrophes. Mais le problème principal pour nous scientifiques, c'est que ce changement climatique est en train d'affecter la biodiversité qui elle-même est déjà en danger à cause des activités humaines. Les pollutions, l'utilisation d'intrants agricoles, la surpêche, la chasse, la déforestation. Or, ces écosystèmes rendent des services absolument majeurs à l'humanité. Le premier, auquel on ne pense jamais, c'est l'alimentation. Si nous mangeons, c'est parce que les agriculteurs
peuvent s'appuyer sur les écosystèmes. Pas simplement les pollinisateurs, les écosystèmes des sols, par exemple, le microbiote des sols. C'est la pêche. Dans beaucoup de pays, les populations locales vivent grâce à la pêche. C'est la possibilité d'avoir des fruits, des légumes. C'est la possibilité d'avoir, par exemple, des forêts pour stocker le carbone. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré sur la première vidéo? Aujourd'hui, les puits de carbone, à cause du changement climatique, sont en train de s'effondrer en France. Les forêts captent 2 fois moins que ce qu'on espérait. Et dans certains pays, on voit déjà des forêts qui rejettent du carbone au lieu de l'absorber. Le changement climatique accélère l'érosion de la biodiversité qui, en retour, ne rend plus les services écosystémiques nécessaires pour atténuer le changement climatique. Et c'est dans ce cercle vicieux que se trouve la clé du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de climat, mais derrière le climat, c'est un effondrement en chaîne. Pour vous donner juste une idée, 1,5 degré au niveau planétaire que nous devrions atteindre désormais plutôt au début de la décennie 2030. On pensait que ça serait la fin, ça sera plutôt au début. 1,5 degré, c'est 70 à 90% des coraux marins qui disparaissent. À 2 degrés, c'est 90 à 99% des coraux tropicaux qui disparaissent. Ce n'est pas juste un problème de tourisme. Derrière, ce sont des espèces de poissons qui servent pour les populations locales. Derrière, ce sont des fonctions de protection contre les tsunamis, contre les vagues. Derrière, c'est un ensemble en fait de services qui sont rendus. Et donc, cette érosion de la biodiversité, on est aujourd'hui sur un rythme qui est équivalent aux extinctions de masse du passé. Je dis bien un rythme, on n'est pas dans une crise de masse. Heureusement, on le saurait sinon. Mais c'est juste que ça va très très vite. Et donc, cette question-là, elle est fondamentale parce que nous avons besoin de cette biodiversité. Et que cette biodiversité, ce n'est pas juste protéger le panda ou l'ours polaire. C'est protéger les services et le système de services que nous rend cette biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que nous avons des espèces qui peuvent bouger. Donc, elles se déplacent. Et on voit déjà arriver des poissons tropicaux aux latitudes tempérées. Mais il y a d'autres espèces qui ne peuvent pas bouger. Et donc, les espèces qui migrent, elles ont besoin de l'habitat qui va avec. Et donc, vous commencez à avoir une distorsion avec en plus des espèces invasives qui arrivent, avec des espèces, entre guillemets, nuisibles aux activités, des décalages dans l'année qui sont extrêmement problématiques. Slide suivante. Alors, pour vous essayer de vous projeter un petit peu dans ce qui peut se passer si on ne fait rien, je vous montre la carte suivante, la page suivante. La page suivante, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, en France, on a un climat qui s'est réchauffé plus que la moyenne mondiale, puisqu'on est sur plutôt un réchauffement qui va frôler les 2 degrés. Certaines années, c'est plus chaud. Certaines années, c'est plus froid, parce que le climat continue de varier naturellement. C'est juste que vous en rajoutez avec le changement climatique. Slide suivante. Et ça a ce qu'on appelle des conséquences en chaîne, des risques composites, c'est-à-dire que ça va affecter d'abord le milieu, moins d'eau à certains endroits, plus d'eau à d'autres, moins de végétation, plus de végétation, moins de chaleur, plus de chaleur. Et ça va avoir des conséquences sur l'agriculture, sur l'énergie, sur les transports, sur l'habitat. Et si vous avez des conséquences sur l'activité économique, ça va avoir des conséquences sur le PIB, sur la croissance, sur l'emploi, sur le chômage. Et si vous avez des effets sur la croissance et le chômage, ça veut dire que vous allez avoir des effets sur la sécurité sociale, sur vos impôts, sur les taxes, sur l'inflation. Parce que quand vous payez plus cher des produits agricoles, et ben, vous voyez, et donc vous avez cette espèce d'effet boule de neige, avec notamment aujourd'hui des effets documentés sur la santé, des surmortalités, notamment pour les personnes les plus fragiles, des populations aussi qui ont des problèmes psychologiques. On parle beaucoup d'éco-anxiété, mais on oublie que derrière, par exemple, pour les personnes qui sont déjà en situation de fragilité psychologique, cette récurrence des crises, de la chaleur, des confinements qui sont associés, eh bien, ça crée des problèmes psychiatriques lourds qui se superposent à la situation qui est déjà celle d'un hôpital psychiatrique et d'une santé psychique qui est dégradée en France. Pour le dire autrement, le changement climatique ne crée rien. Il vient sur un contexte social et économique et politique particulier et il va augmenter les pressions
qui font que ceux qui sont déjà en crise ou sont déjà fragiles vont subir plus lourdement les impacts de ce changement climatique. Slide suivante. Alors ici, avec le Haut Conseil pour le climat, on avait demandé à Météo France d'essayer de voir à quoi pourrait ressembler la France en 2030-2040 si on continue à émettre comme on a émis ces 10 dernières années. Et là, vous êtes à Paris. Vous voyez par exemple qu'à Paris, entre 2030 et 2040, le nombre de jours de chaleur anormale, de vagues de chaleur, passe de 7 jours en moyenne par an à presque 1 mois, avec des canicules qui vont commencer plus tôt, juin, puis mai, qui vont finir plus tard, septembre, octobre. Passer des examens quand il fait 40 degrés et que vous connaissez les amphis, c'est pas forcément particulièrement bien isolé. Devoir prendre des transports en commun, peut-être que certains, hélas, parmi vous, travaillent à côté de leurs études. Petit boulot dans les cuisines de McDo surchauffées, livraison quand il fait très chaud, travail en extérieur pour faire le service en bar, etc. On voit qu'un ensemble d'emplois qui souvent sont peu qualifiés, peu protégés en extérieur, sont directement soumis à ces risques. À l'inverse, à chaque fois que vous prenez 1 degré au niveau mondial, la température augmente. Elle augmente plus en montagne. Vous avez 1 mois d'enneigement en moins. Ça veut dire que certaines stations de ski, il n'y a plus de neige. Et puis à chaque fois que vous prenez 1 degré dans l'atmosphère peut se charger de 7% de plus de vapeur d'eau. Ça veut dire que quand il pleut beaucoup plus fort. Et comme nos surfaces en ville sont imperméabilisées, vous avez du ruissellement urbain. Vous avez peut-être constaté à Paris que ces dernières années, à chaque fois qu'il pleut, vous marchez dans de l'eau parce qu'en fait, ça flotte, le métro est inondé et ça crée des coups. Slide suivante. Alors, ce qu'on vous montre ici, c'est une reprise du rapport du GIEC. On a regardé, en fonction de nos émissions, à quoi pourrait ressembler la vie d'une personne en fonction de son année de naissance. Et on voit très clairement que selon le scénario d'émission, c'est-à-dire qu'en bas, vous voyez, le bleu, c'est si on va dans les accords de Paris et qu'on stabilise le réchauffement climatique. Et puis, le rouge en pointillé, c'est si on fait strictement rien ou que Poutine, Trump, il m'en faudrait encore 2 autres bien tarés, devoir de réserve, autant pour moi, qui prennent la présidence des grands pays. Et là, vous vous rendez compte que ça risque de piquer. Eh bien, en fonction de ça, en fait, notre avenir climatique est complètement différent. Si on ne fait rien, nous arrivons à une température globale en fin de siècle qui est au-delà de 4-5 degrés. Autrement dit, là, ça va vraiment être compliqué. Alors que si on agit et qu'on atteint la neutralité des émissions au niveau mondial en 2050, c'est pas génial, mais on va pouvoir encaisser les chocs. Et ce que vous voyez en dessous, c'est la végétation, parce que sinon on peut s'adapter, la végétation c'est un peu plus compliqué. Il faut du temps pour faire un arbre. Et donc l'idée c'est effectivement de faire en sorte d'aller le plus vite possible pour atteindre cette neutralité carbone. Si on y arrive en 2050, on arrivera à maintenir la température du globe en dessous des 2 degrés, autour en gros de 1,5, 1,8 à la fin de ce siècle. Si on arrive en 2070, on arrivera à contenir la température du globe à 2 degrés. À l'heure actuelle, on est sur une trajectoire à peu près 3 degrés 2, 3 degrés 3, qui nous emmène à un 4 degrés au niveau français en moyenne annuelle. Slide suivante. Donc, c'est ce que je vous disais, pour la France, ça a des conséquences absolument phénoménales. C'est que tous les extrêmes climatiques, chaud, sec, humide, augmentent en proportion, en fréquence, en intensité, en amplitude. Et donc, un enfant qui naît aujourd'hui, dans les 20 premières années de sa vie, vivra plus de canicules que vos grands-parents tout au long de leur vie, avec des températures qui dépasseront 40, voire 50 degrés, alors même que dans les années 60-70, le 40 degrés était dépassé 1 fois, 2 fois maximum. Slide suivante. Et ça, je vous l'ai dit, je passe, c'est que évidemment, ça a des conséquences sur la faune, la flore, l'agriculture, etc. On en a déjà parlé. Alors,
Comment est-ce qu'on fait? C'est très facile en fait. Pour comprendre comment est-ce qu'on fait, il faut comprendre ce que c'est qu'un risque. Un risque, c'est la combinaison de 3 éléments. Un processus physique qu'on appelle aléa, ici c'est le changement climatique. En soi, c'est ni bon ni mauvais. Quand vous voyez le pot de fleurs, il décore, c'est une ressource, et le changement climatique peut parfois être une ressource, dans certains cas. Mais c'est aussi un danger à partir du moment où on a une exposition, une vulnérabilité. Notez que le pot de fleurs, c'est un mélange d'humain et de naturel. Parce que les effets qu'on va avoir aujourd'hui, une inondation, il y a toujours du naturel, il y a toujours de la variabilité naturelle. Mais il y a aussi de la partie anthropique, humaine. L'exposition, c'est si vous n'êtes pas exposé, effectivement, le monsieur qui est complètement à ma droite, il risque rien, quoi. Il passe sous le pot de fleurs. Avec le changement climatique, toutes les régions et tous les territoires ne sont pas exposés de la même manière. C'est la zone intertropicale qui est déjà fortement exposée, les montagnes aussi, les littoraux. Et puis, il y a la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le monsieur qui est en dessous. S'il avait gardé son casque, il ne serait pas en danger. Alors, vous allez me dire, mais OK, ça, c'est le risque. Ce risque, il n'est pas encore en catastrophe. Le monsieur, il peut très bien prendre conscience que le pot de fleurs lui arrive sur la tête et s'écarter, il ne se passe rien. Et quand bien même il se prendrait le pot de fleurs sur la tête, on arrive en situation de crise. Mais imaginez, les pompiers arrivent, le type à côté, il a fait les premiers secours, position latérale de sécurité, tout ça, il n'y a pas de catastrophe. Voire même, le monsieur se prend le pot de fleurs sur la tête, il arrive à l'hôpital, il est plongé dans le coma, il voit la lumière au bout du tunnel, il finit par se réveiller, et là, il décide de reprendre ses études, d'arrêter de boire, de faire du sport, etc. De la catastrophe est né un bien. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le changement climatique, on peut agir sur tous les leviers. On peut agir, et c'est le principal sur l'aléa, tant que le pot de fleurs, il est là et qu'il tombe, on est embêté. Et pourquoi on est embêté? Parce que le pot de fleurs, ce n'est pas vraiment un pot de fleurs. Il faut imaginer un pot de fleurs qui grossit, qui grossit, qui grossit sans cesse, et qui est de plus en plus lourd, et qui menace de plus en plus. Et il ne s'arrête pas de tomber. Contrairement à la situation dont je vous ai parlé, une fois que le pot de fleurs il est sur la tête du monsieur, ça s'arrête. Là, il faut imaginer que vous avez un canon à pot de fleurs sur le monsieur et que plus ça va, plus les pots de fleurs sont gros et que le flux ne s'arrête jamais. Le monsieur en dessous, on peut agir sur l'exposition, y compris en relocalisant. On peut agir sur la vulnérabilité en renforçant. On peut agir sur la gestion de crise en préparant pour faire face et on peut agir même sur la reconstruction. Et surtout, on n'est pas seul. Dans mon image, vous voyez des individus. Tout l'enjeu va être de construire les conditions qui permettent au monsieur d'avoir un casque. Parce que pour avoir un casque, il faut qu'il y ait toute une infrastructure qui vous permette de concevoir le casque, de le produire, d'y avoir accès. Il faut que vous ayez derrière, quand je vous ai parlé de tout ce qu'on ne voit pas, la position latérale de sécurité, par exemple. Il faut que le monsieur à côté ait été formé. Donc, ça veut dire des structures qui vont vous former pour avoir le bon comportement. Et puis, il faut des hôpitaux avec des urgences qui fonctionnent pour pouvoir amener le monsieur et lui faire le massage cardiaque. Et puis, il faut avoir le service de psychologue à côté avec la Sécu qui vous rembourse les consultations psychologiques pour que le monsieur, il décide qu'après avoir vu la lumière, il ne se suicide pas, mais au contraire, il va faire des études, etc. Donc, il faut une université. Et vous voyez que derrière, ce n'est pas juste une question de volonté individuelle, le changement. C'est de rendre possible pour chaque individu, en fonction de ses besoins, de ce qu'il est, de ses capacités, un accès à des ressources, à des moyens collectifs qui vont lui permettre d'agir. Et une fois que vous avez posé la question comme ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste une affaire de volonté, ce n'est pas juste une affaire de morale, c'est une affaire de structure collective à construire, publique, privée, à différents échelons et différentes échelles, qui vont nous permettre ensuite individuellement et collectivement d'agir sur l'exposition, la vulnérabilité, l'aléa, etc. Alors, j'accélère un peu pour vous présenter les solutions. J'étais un peu longue, mais voilà. La seule option, je vous l'ai dit, il faut que nous baissions nos émissions. Et dans ce cadre-là, la technologie peut nous aider, mais la technologie n'est pas une fin en soi. La question, ce n'est pas de savoir si est-ce qu'on va mettre de la clim ou est-ce qu'on va mettre du nucléaire. Parce que vous allez voir des solutions, il y en a plein. La technologie,
c'est une aide indispensable. Si demain vous voulez maigrir, il y a des solutions qui passent par la connaissance des processus qui vous font grossir, qui peuvent passer par une alimentation différente, qui peuvent passer par des opérations, qui peuvent passer par des médicaments, parce que chaque cas est différent. Mais ça ne suffit pas plus que la volonté ne suffit. Il faut que la technologie soit subordonnée à des changements qu'on appelle structurels profonds, qui vont réorienter notre manière de consommer, de produire, de nous déplacer, d'habiter, de travailler, de vivre ensemble, et qui reposent sur des projets de société différents. Le temps qui nous ramènera 50 ans en arrière, que nous aurions dû mettre un prix sur le carbone. Exactement. Dominique, la suivante. Alors, la première chose, vraiment essentielle. Pardon, excusez-moi, il faut que tout le monde doit fermer son micro. Merci infiniment. La première chose, c'est que on sait aujourd'hui que le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et que si aujourd'hui nous laissons à l'identique, sans y toucher, les infrastructures qui utilisent ce charbon, ce gaz et ce pétrole à l'identique, sans même en construire des nouvelles, nous avons déjà épuisé le carbone qu'on peut encore ajouter dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le budget carbone pour atteindre 1,5 degré. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir ne plus construire aucune infrastructure fossile, oléoducs, centrales, voitures, etc. et surtout enfermer. Et ça, vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué. Deuxième point, slide suivante. On va pouvoir ensuite agir sur un ensemble de secteurs avec des solutions dont les coûts ont été évalués en termes financiers, en termes de faisabilité, en termes d'accessibilité pour chacune des solutions. Ça veut dire aussi que les thérapeutiques ne vont pas être les mêmes. Mais comme quand vous êtes malade, on ne va pas soigner de la même façon une femme enceinte, une personne âgée, une personne diabétique, un jeune en pleine forme, un bébé, etc. Ce qu'on sait, c'est que derrière, il y a suffisamment aujourd'hui de capitaux au niveau mondial pour financer la décarbonation de l'économie. Mais qu'il y a tellement d'enjeux intriqués par rapport à ces infrastructures fossiles que leur abandon va coûter très cher. C'est ce qu'on appelle des actifs échoués. Pour ceux qui travaillent et qui espèrent travailler en finance, c'est un sujet majeur. Parce que, évidemment, abandonner une centrale, abandonner les voitures thermiques, abandonner les engrais chimiques, ça a un coût pour ceux qui les abandonnent et pour ceux qui les produisent et pour ceux qui les fabriquent. Ça veut dire que les coûts de transition, les coûts qu'on va avoir à changer, ils vont poser de façon disproportionnée sur les personnes, les entreprises, les territoires, les sociétés qui sont déjà les plus fragiles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le changement climatique pèse aussi le plus lourd sur ces personnes, sur ces territoires, sur ces entreprises, sur ces sociétés. Slide suivante. Alors, pour raisonner, on raisonne à partir de différents secteurs. Les transports, par exemple en Europe, on n'arrive pas à décarboner les transports. L'agriculture, qui est un des meilleurs leviers de décarbonation, avec le plus de co-bénéfices en termes de santé, en termes de qualité de vie, parce que quand vous mangez mieux, vous vivez plus longtemps. Donc, il y a des bénéfices pour tout le monde. L'industrie est le seul secteur qu'on ne peut pas décarboner complètement parce qu'il y a besoin d'avoir un certain nombre de matériaux et c'est là qu'il va falloir capter le carbone à la source, sachant qu'aujourd'hui, là encore, la technologie n'est pas mature et que donc, avant qu'on y arrive, ça va prendre un peu de temps. Les bâtiments, un levier essentiel pour augmenter la qualité de vie. Évidemment, la production d'énergie, mais vous voyez très bien que la transition, ce n'est pas juste une question d'énergie, ce n'est pas parce qu'on va mettre du nucléaire partout que ça va changer quelque chose. Et slide suivante. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est que nous étions dans une société qui était une société de l'offre. Une société dans laquelle la prospérité, le bien-être, c'est de pouvoir ouvrir le robinet et que de l'eau coule. Et donc toute la politique publique, et évidemment privée, repose sur le maintien de l'offre. Or, ce que démontre le GIEC, c'est que le principal levier d'action qui nous permettra de réduire entre 40 et 70% de notre consommation, c'est la baisse de la demande.
Cette baisse de la demande qui a été transformée en sobriété, alors qu'en fait, ce n'est pas ça la sobriété. La baisse de la demande, elle repose sur 3 piliers. 1, j'évite quand je peux éviter. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller chercher le pain? La réponse est non. Donc, c'est éviter sans compromettre mon bien-être. Si je suis une personne âgée ou handicapée, évidemment, je ne vais pas y aller à pied. C'est ça la sobriété, c'est la sufficiency. C'est être capable de satisfaire ses besoins essentiels, vitaux et de bien-être, parce qu'on considère que le besoin de bien-être, c'est vital, mais dans les limites planétaires. Deuxièmement, c'est l'efficacité, améliorer. Si je ne peux pas me passer de la voiture, est-ce que je peux trouver des voitures qui polluent moins? C'est ce qu'on appelle l'efficacité qui repose essentiellement sur le technologique. Et le troisième point, c'est substituer. Si je ne peux pas me passer de quelque chose, est-ce que je peux trouver une solution qui est meilleure? Par exemple, changer la voiture contre un transport en commun, un taxi collectif à la demande, ou bien une voiture thermique par une voiture électrique. Si vous avez compris ce que je vous raconte, ça veut dire par exemple que si on imagine qu'on va pouvoir remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques et que tout ira bien, ça ne marche pas. Non seulement il faut les remplacer, mais il faut baisser le nombre de voitures électriques et donc baisser le nombre de trajets et donc se demander quels sont les trajets essentiels. Ça ne veut pas dire 0 voiture, comme ça ne veut pas dire 0 avion, comme ça ne veut pas dire 0 viande, mais ça veut dire penser autrement à travers ce prisme. Qu'est-ce qui pour nous est essentiel, vital et qui va améliorer notre bien-être et notre santé? Parce que prendre sa voiture tout le temps, eh ben, ça fait de la sédentarité, ça crée de l'obésité, ça crée du diabète, ça creuse la sécu, ça crée de la surmortalité, ça crée des drames familiaux. Bref, c'est une catastrophe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et en France, de plus en plus. Slide suivante. Donc, vous voyez, on peut faire ça sur tout. Le transport, le bâtiment, nourriture. Avec ceci d'important, et on en revient à ce que je vous disais, c'est que ces transformations, elles sont bien sûr technologiques, mais pas que. Elles sont sociales, elles sont institutionnelles. Ce n'est pas juste l'individu qui décide qui va se passer de voiture. D'où le problème de la taxation du carbone. Il faut taxer le carbone, mais il faut que cette taxation soit juste et il faut que ces alternatives existent. Parce que si je suis contraint, notamment parce que je suis dans des zones isolées, pauvres, etc., de consommer, là, ça ne marche plus. Et c'est la slide suivante. C'est que les responsabilités sont différenciées. On est capable aujourd'hui de montrer à l'échelle mondiale que, en gros, les 30% de la planète les plus riches, pardon, excusez-moi, les 10% les plus riches de la planète émettent entre 30 et 40% du carbone mondial. Selon les études, on monte même jusqu'à 50%, indépendamment de votre nationalité. Pour vous le dire autrement, ça veut dire que, par exemple, en France, la grande majorité de la population française est déjà dans les clous au niveau des émissions. Et donc, la justice, c'est de se demander qui doit faire l'effort. La bonne nouvelle, c'est que généralement, ceux qui ont le plus d'efforts à faire ont le plus le moyen de le faire. Quand Mbappé il prend son jet privé, ça ne le privera pas beaucoup de ne pas prendre le jet privé, mais ça fera gagner beaucoup de molécules. Et il y a aussi une question de juste répartition. Vous habitez, votre famille est dans les Outre-mer français, il faut absolument que vous ayez un avion pour aller les voir. En revanche, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre l'avion pour aller à Marseille ou à Nantes, alors qu'on pourrait y aller en TGV? Mais ce qui signifie derrière de reconvertir les emplois de l'aéroport de Nantes et de l'aéroport de Marseille pour que les personnes ne perdent pas leur travail. Et donc, vous voyez bien que derrière, c'est toute une transformation globale, un vrai projet de société. Par parenthèse, dans cette question de justice, il y a aussi la justice par rapport au passé, puisque je vous l'ai dit, c'est le cumul des émissions qui est responsable. Or, les pays riches se sont développés au détriment des pays pauvres, des pays en voie de développement. Si on prend les émissions historiques, la France est le 8e émetteur mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle a beaucoup contribué à l'effet de serre actuel. Slide suivante. Face à ça, évidemment, le changement climatique, c'est ici et maintenant. Et donc, on ne peut pas se contenter de limiter les émissions.
Il faut déjà se préparer et faire face à ce changement aujourd'hui, au changement de demain. Slide suivante. Une fois que je vous ai dit que la meilleure adaptation, c'était d'abord de limiter les gaz à effet de serre, les pouvoirs publics aujourd'hui, parce que c'est du domaine du régalien, ont trois problèmes. Un, il faut s'adapter aux changements actuels, aux impacts actuels, alors que nos systèmes de gestion de crise sont pensés par rapport à un climat qui n'existe plus. Il faut déployer les solutions qui vont permettre d'aller vers la neutralité carbone en faisant attention à ce que ces solutions ne renforcent pas des vulnérabilités, notamment sociales, qui font que les personnes sont de plus en plus fragiles face aux impacts. Et il faut évidemment se préparer à l'avenir, mais dans un contexte où le climat a changé. Autrement dit, il ne faut pas juste s'adapter à 4 degrés en France à 2100, il faut s'adapter à moins d'eau, à moins d'énergie, à moins de terres disponibles, à moins de biodiversité, à probablement plus d'incertitudes économiques, plus d'incertitudes géopolitiques, plus aussi de difficultés sociales. Et donc, en fait, il va falloir s'adapter à une société décarbonée. C'est ça la réalité. Parce que si on réussit, et on va réussir, contraint ou volontaire, mais on ne va pas avoir le choix au bout d'un moment, eh bien, il va falloir s'adapter à ça. Slide suivante. Donc, l'adaptation, ça peut se faire de manière réactive. J'ai une crise, je réponds. Ça peut se faire pas à pas, c'est ce qu'on appelle l'incrémental. J'apprends de mes leçons et j'améliore. Mais l'adaptation dont on a besoin aujourd'hui, c'est cette transformation dont je vous parlais. Notre façon de consommer, de produire, de nous déplacer, d'habiter, voire d'habiter ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle, structurelle, les changements structurels. Slide suivante. En faisant attention à ce que les solutions qu'on décide de mettre en place aujourd'hui ne soient pas des solutions qui se révèlent contre-productives, soit parce qu'elles vont augmenter les émissions, soit parce qu'elles vont augmenter la vulnérabilité ou l'exposition. Autrement dit, il ne faut pas que les solutions d'aujourd'hui deviennent des bombes à retardement pour augmenter le risque dans les années prochaines. C'est ce qu'on appelle la maladaptation. Slide suivante. Chère Magali, ça serait bien qu'on aille vers la conclusion pour que les étudiants aient un petit quart d'heure pour te poser des questions. Normalement, tu peux passer. OK. Tu peux passer aussi, on l'a vu. Tu peux pas. Alors, va jusqu'au fond, parce qu'en fait, c'est juste ce que j'ai raconté, mais j'ai. Voilà. La dernière slide. Une fois que je vous ai dit tout ça, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que, contrairement à ce que vous entendez beaucoup, on peut aujourd'hui se développer, on peut atteindre tous les objectifs de développement durable à l'échelle mondiale, améliorer les conditions de vie, améliorer l'accès aux soins, à l'éducation, la lutte contre les inégalités de toute nature, dans le cadre de la transition climatique. L'écologie, d'ailleurs, ce n'est pas écologie, parce qu'en fait, ça va bien au-delà, est tout sauf punitive. Je vous l'ai dit, et c'est ce que vous voyez sur cette slide, on a regardé pour chaque solution les co-bénéfices qu'on appelle les co-bénéfices. En termes de gains de pouvoir d'achat, en termes de gains d'espérance de vie, de santé, de meilleur logement, de meilleure éducation. Donc oui, le développement durable et l'atteinte des objectifs de développement durable est possible dans la transition à condition qu'elle soit juste et équitablement partagée. Inversement, il n'y a pas de développement humain possible pour tous dans un climat qui serait réchauffé au-delà de 2 degrés. Parce que derrière, les conséquences sur les personnes les plus fragiles seront de plus en plus lourdes et que les coûts de transition seront les plus importants. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, si vous suivez les réseaux sociaux, la polémique sur les violences sexuelles. Ce n'est pas le changement climatique qui crée des violences sexuelles, évidemment. Mais aujourd'hui, on sait que les femmes, les enfants, sont frappés de manière disproportionnée par le climat qui change. Et dans les pays où la condition de la femme et de l'enfant est déjà dégradée, c'est encore plus dégradé par le changement climatique. Deuxièmement, et ça c'est aussi une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il ne sera jamais trop tard. Mais que plus on tarde, plus notre éventail de possibles, notre gamme de possibles, de choix est limitée.
Et surtout, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes exclu, plus vous êtes démunis, plus ça va se restreindre pour vous. Donc, à nouveau, c'est une question de justice. Est-ce que nous voulons embarquer tout le monde ou est-ce que nous considérons qu'on sacrifie des gens? Et plus nous tardons, plus la question qui se posera, c'est pour survivre qui on va devoir sacrifier, qui on va devoir garder. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir comment on répartit l'effort, comment on répartit les aides et comment on répartit les bénéfices de façon juste et équitable. J'étais un peu long, je suis désolée, mais comme ça, vous aviez un panorama et j'espère vous avoir convaincu que rien n'est perdu, que ça se joue maintenant, que chaque dixième de degré compte, mais que nous avons toutes les cartes en main, je dis bien toutes les cartes en main, pour transformer pour le meilleur. Je vous rappelle juste une chose. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite. On a des pays en ruine, la guerre froide, les gaullistes contre les communistes, les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Enfin, 20 ans plus tard, on a reconstruit un pays, on a fait des révolutions dans l'agriculture, dans la technologie, dans le logement. Peut-être que vos arrière-grands-parents, moi mes grands-parents n'avaient pas la douche et ils ont eu la douche, ils ont eu la baignoire, ils ont eu des vraies pièces pour vivre, ils ont pu aller à l'école, on a fait le collège unique, on a fait plein de choses. C'était pas gagné en 20 ans. 2050, c'est dans 25 ans. Quand on voit imaginez ce que c'était, vous vous en souvenez, enfin, vous en souvenez pas, mais nous on s'en souvient, ce qu'était la France en 1995, ce petit objet que vous voyez là n'existait pas. Quand on voit ce qu'on a pu faire aujourd'hui, les cancers, enfin, on a fait plein de choses. Dites-vous bien que 25 ans, c'est très court, mais c'est très long et que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la possibilité d'écrire la fin de l'histoire. Parce que nous connaissons la fin de l'histoire si nous ne faisons rien. Merci beaucoup, merci infiniment Magali pour cette présentation très balancée parce qu'en effet tu nous montres l'ampleur du défi, mais tu nous dis rien n'est perdu, si on s'y prend bien on peut réussir. Alors on a exactement 15 minutes pour prendre les questions que vous avez retenues jusqu'à maintenant et que vous souhaitez poser à Magali Regueza. Allez-y, prenez, alors pas tous la parole en même temps, ouvrez votre caméra si vous le souhaitez et allez-y. Qui veut prendre la parole? En levant la main peut-être, oui. Oui. Ouais. Allez-y. Il y a F. Hein. Oui. Donc F, puis Elliot. Allez-y. Alors F, on ne vous entend pas si votre micro n'est pas peut-être pas mis en place. Ou dans le chat, hein, peut-être, si ça ne marche pas. Ouais. Ou Elliot, alors, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Ouais, Oui. très bien. Ok, super. Du coup, c'était pour demander, mais du coup, comment faire si, pour forcer du coup finalement vous aviez dit que c'était les plus riches qui consommaient qui émettaient le plus. Et du coup, comment les convaincre de changer ça? Parce que c'est un petit peu eux aussi qui, comment dire, Alors, ils ont pas forcément envie de changer quoi que ce soit. Eux, ça leur change rien dans leur vie, tout ça. alors déjà, comme vous faites des études à Dauphine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Normalement, si ça marche bien, vous allez faire partie des plus riches. Donc, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que nous avons les moyens. Et donc, ça me permet aussi de vous dire que ce qui est aussi fascinant aujourd'hui, c'est que beaucoup d'étudiants se posent la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je déserte, est-ce que je déserte pas? Un des enjeux, c'est justement d'être au poste de décision pour pouvoir aussi agir de façon différente. Ça peut être, on va en politique, on va dans des postes en entreprise, on va à plein d'endroits pour pouvoir agir. Dans la décision, vous avez deux modèles de décision. Vous avez le modèle contraignant et le modèle incitatif. Et tout le sujet qui est un sujet politique, c'est de choisir entre l'incitation et la contrainte. Par exemple, aujourd'hui, on commence à avoir des débats sur des mécanismes fiscaux qui sont des mécanismes fiscaux qui vont être progressifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en France, une partie de la fiscalité, elle est progressive par rapport aux revenus. On pourrait très bien avoir la même chose sur, par exemple, des taxes carbone.
On pourrait très bien avoir la même chose on a parlé d'un ISF climatique. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des mécanismes incitatifs, qui sont souvent d'ailleurs des mécanismes qui profitent aux plus riches. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des prêts à taux zéro pour installer dans votre logement des pompes à chaleur, faire de la rénovation globale. Il faut déjà être propriétaire, il faut ensuite pouvoir faire les travaux, parce que bon, c'est un prêt à taux zéro, il faut quand même le rembourser, voyez. Donc on a des mécanismes qui sont des mécanismes incitatifs, et puis il y a des mécanismes contraignants. Par exemple, à un moment, on va devoir légiférer sur le poids des voitures. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont ceux qui sont utilisés par les activistes, c'est le name and shame. À force de taper sur Mbappé sur son jet privé, j'exagère, hein, mais c'était un des cas qui a enflammé les réseaux sociaux. Imaginez que demain Mbappé arrive et dit « je renonce au jet privé », ça change des choses. Et puis vous avez des mécanismes d'entraînement qui sont aussi des mécanismes qui peuvent être au départ d'une minorité de convaincus. Vous avez aujourd'hui des grands philanthropes, des grands millionnaires, qui décident de passer à l'action. Donc en fait, il y a plein de leviers. Il y a des leviers juridiques, il y a des leviers fiscaux, il y a des leviers économiques, il y a des leviers sociaux, il y a des leviers psychologiques. Je vous donne juste un exemple. Je ne vous dirai pas le nom, mais un élu que j'ai rencontré dans mes fonctions précédentes, plutôt dans le cadre des partis qui étaient écologie punitive, vous voyez, donc pas des gens forcément enclins à vouloir agir. À force que sa fille de 18 ans le tanne sur la transition écologique, il a changé. Et il a fait en fait il a commencé à mettre en place sur sa commune et dans sa collectivité. C'était très étonnant, hein. Donc c'est un hiatus dans le discours et dans la pratique, mais ça marche aussi comme ça. Autrement dit, il y a des tas de leviers d'action, soit par l'incitation, soit par la contrainte, soit aussi par des mécanismes bien compris, qu'on voit par exemple aujourd'hui émerger dans le secteur de la banque, de l'assurance, et là aussi qui répondent à des valeurs, à des logiques d'action, à des postulats idéologiques qui peuvent être très différents, mais converger. Merci Magali. Y a-t-il une autre question? Julien. Bonjour, j'avais une question. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Alors, ma question, c'était que vous avez vous avez du moins mentionné l'évolution de la biodiversité et le fait que ça pouvait représenter un risque pour nous, les humains. Moi, j'ai déjà entendu que cette biodiversité pouvait certes évoluer, mais s'adapter aux nouvelles conditions. Et je voulais savoir si vous aviez une réponse aux personnes qui vous disent que c'est pas grave, puisqu'il y aura une adaptation à cette évolution de la biodiversité. Alors, il y a deux choses dans la biodiversité. Enfin, la biodiversité, d'abord, c'est compliqué parce que ce qu'on appelle biodiversité, c'est à la fois la diversité des espèces, la diversité génétique, mais c'est aussi des diversités fonctionnelles et des diversités d'écosystèmes. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, comme sur votre corps, je peux enlever un organe, 2 organes, je vous enlève un bras, je vous enlève une jambe. Il y a un moment où si je vous enlève le cerveau, ça ne va pas marcher, quoi. Et le problème qu'on a, c'est qu'on peut substituer ponctuellement des services écosystémiques. C'est par exemple ce que propose de faire la technologie quand on nous dit on va remplacer les pollinisateurs par des drones, mais on ne sait pas greffer un cerveau. Donc, le risque qu'on a aujourd'hui, le risque majeur, c'est d'avoir un effondrement de la dimension systémique. Deuxièmement, à la différence des humains, les espèces, les individus ne s'adaptent pas, ils ne sont pas adaptés. Un arbre, il ne met pas un pull au vert. Et dans l'adaptation, toutes les espèces ne peuvent pas migrer. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite que ce n'est pas les écosystèmes qui migrent. Vous avez des distorsions entre des espèces qui migrent et qui arrivent sur des territoires où sur d'autres espaces qui ne sont pas adaptés ou pour lesquels elles ne sont pas adaptées. Donc, quand on dit que… Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'un côté l'idée de dire « Oui, mais vous inquiétez pas parce que ça s'est toujours passé, on s'en est sorti ». Je rappelle juste que alors, effectivement, hein, il n'y a plus de dinosaures. Tant mieux pour nous. On fait partie de la biodiversité.
Donc, la planète ne va pas disparaître à cause du changement climatique et à cause de la crise de la biodiversité. Et probablement demain, si l'espèce humaine disparaît et si des millions d'espèces disparaissent, puisqu'on y en a des milliards, il y en aura d'autres qui survivront. On ne parle pas de la planète, on parle de nous de manière très égoïste. Et éventuellement des animaux quand on a aussi cette conscience. Mais ça, c'est une question philosophique. Quel est votre rapport au non-humain? On est dans de la philosophie, de la morale et de l'éthique, je ne rentre pas là-dedans. Le deuxième sujet qu'on a, c'est qu'effectivement, on a beaucoup entendu chez les climato-sceptiques l'idée de nous dire que le CO2, c'était bon pour les plantes et que c'était bon pour la biodiversité. Ben, c'est comme tout, en fait. Vous prenez une aspirine, c'est bon pour vous. Vous prenez 4 paquets d'aspirine, vous mourrez. Vous prenez du chocolat tous les jours, c'est très bien. Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de chocolat. Si vous prenez tous les jours 10 tablettes de chocolat, vous allez très mal finir. C'est exactement la même chose sur la biodiversité. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des effets de seuil. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces effets de seuil, ils sont irréversibles. Et qu'aucune technologie ne sera en capacité de nous faire revenir en arrière. Merci Magali. Alors, on va donner la parole peut-être à Gabriel. Oui. Ouais. On pourrait prendre les 3 questions en même temps? Oui, il y a Gabriel, il y a Hachem et il y a Romain. Et les jeunes filles ont le droit de parler d'ailleurs aussi. Hein. Ah, il y a Audrey aussi qui. Voilà, allez, on prend les 4 questions. Ouais. Alors, Gabriel. Allô, vous m'entendez? Oui. Alors, vu que vous aviez dit que les 10% les plus riches polluaient plus, si on redistribue davantage les richesses, est-ce que ça pourrait faire baisser davantage, en théorie, les émissions de CO2? Autrement dit, si on taxe assez les plus riches, est-ce qu'ils ne pourraient du coup plus payer des jets privés et du coup ça diminuerait les émissions de CO2? Merci. Question suivante. Alors, c'est Eman ou Hachem? Eman? Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai noté tout à l'heure que vous aviez dit que les pays riches se sont enrichis au dépit des pays pauvres, que ce soit au niveau industriel ou sur les autres domaines. Et donc, est-ce que les pays en voie de développement, entre parenthèses les pays pauvres, accepteront de se soumettre à ces objectifs écologiques, sachant que ça va freiner leur niveau de développement et leur objectif qu'ils veulent atteindre sur le niveau économique? Romain? Merci. Ouais. Allô, Romain? Romain, vous pouvez le mettre en chat hein, si vous avez besoin. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui. Ok. Moi, me poser la question, c'est comment pousser les riches à l'action parce que le réchauffement climatique, des peu de connaissances que j'ai, on le connaît depuis longtemps. Enfin, on connaît quand même depuis. Enfin, on a quand même des informations assez certaines sur le changement climatique depuis longtemps. Pourquoi on n'a pas agi plus tôt et comment faire pour agir rapidement en fait? Il y a aussi Audrey. Merci Romain. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Nickel. Alors du coup, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait une neutralité des émissions d'ici 2050. Mais est-ce que augmenter les puits de carbone et baisser grandement les émissions, ça ne serait pas suffisant? Alors, je commence par la question d'Audrey, puis je remonte. Les puits de carbone, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce que je vous disais, c'est que les puits de carbone qu'on a, essentiellement, ils sont naturels. On ne sait pas aujourd'hui capter à la source et séquestrer le carbone. On sait un petit peu le faire, mais les volumes qu'on a, enfin, on n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les puits de carbone se dégradent du fait du changement climatique et des actions humaines. Par exemple, la déforestation, les incendies qui détruisent les forêts. Nos forêts, par exemple, en Europe, sont malades à cause de la sécheresse et à cause des espèces invasives, les scolites, par exemple. C'est pour ça aussi que la biodiversité interagit. On a aussi des grosses inquiétudes sur l'océan, parce que plus l'océan est chaud, moins il va être en capacité de capter du carbone. Et dans ces océans, vous avez en plus, par exemple, ce qu'on appelle les prairies
qui sont des pouponnières d'écosystèmes, mais qui captent aussi du carbone. Donc le sujet, c'est que aujourd'hui, quand on fait en fait les bilans carbone, on regarde justement combien les puits de carbone naturels sont en capacité de capter et on se rend compte qu'en fait, ils ne captent pas assez. Ils captent moins que ce qu'on avait prévu. Donc on a aussi besoin de restaurer la biodiversité, de restaurer ces puits de carbone pour qu'ils captent. Et là, on arrive par exemple au sujet plantons des arbres. Parce que si vous plantez des arbres, voilà. Alors il faut faire attention parce que la compensation carbone, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est quand vous plantez un arbre, d'abord parce que souvent quand vous plantez un arbre, vous allez continuer à émettre. Ensuite, parce que quand vous plantez un arbre, si tant est que c'est bien fait, votre carbone, il est absorbé. Mais ensuite, il est relâché. Il faut séquestrer le carbone. Donc, il y a des trucs extrêmement compliqués à mettre en place. Et puis surtout parce que, pourquoi ça ne suffit pas? Parce que pour l'instant, les puits de carbone sont totalement insuffisants par rapport à ce qu'on aurait besoin d'avoir, par rapport au déséquilibre. Donc, si nous ne baissons pas drastiquement nos émissions, les puits de carbone ne suffisent pas. Par contre, il faut entretenir ces puits de carbone et il faut les optimiser. Et donc, par exemple, c'est les zones humides. Or, aujourd'hui, 2/3 des zones humides en France, par exemple, ont disparu. Donc, vous voyez, on est sur des enjeux importants. L'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture est un champ énorme de stockage du carbone dans les sols. Mais encore faut-il qu'on cesse les labours profonds et qu'on change nos pratiques agricoles. Donc, pour faire tout ça, on a besoin de transformations systémiques qui touchent à tout. Ça m'amène au deuxième sujet que vous allez tous poser. J'aurais dû être beaucoup plus nuancée quand je vous ai parlé des riches et des pauvres, parce qu'en fait, évidemment, je vous parle d'inégalités majeures sur quelques milliardaires, mais c'est vrai que quand on regarde les effets de seuil, là aussi, sur les plus émetteurs et les populations, un humain sur deux aujourd'hui est déjà dans les clous, voire en dessous des clous des émissions. Il faut bien garder à l'idée une chose, c'est ce que je vous disais, les pays en voie de développement ne pourront pas se développer dans un climat qui change au-delà d'un certain seuil, quoi qu'il arrive. Donc le sujet, c'est d'accompagner ces pays dans des trajectoires de développement qui soient compatibles avec les limites planétaires. Par contre, si le changement climatique augmente de façon disproportionnée, ces pays-là vont être les premiers victimes. Ouais. Et à l'intérieur de ces pays, les inégalités sont absolument majeures. Vous avez aujourd'hui des nords dans les suds et des suds dans les nords. Quand vous avez un ouragan en 2005 comme Katrina, aux États-Unis, il y a 5000 morts, c'est les pauvres qui sont morts. Les catastrophes sont des reflets des inégalités sociales de toute nature. Donc, bien sûr que quand je sépare les riches et les pauvres, c'est caricatural, c'est plus compliqué que ça. Mais statistiquement, quand vous regardez les chiffres, les modes de vie associés à un certain niveau de richesse, parce qu'ils impliquent des déplacements plus fréquents, parce qu'ils impliquent une plus grande consommation, parce qu'ils impliquent plus de technologie, plus d'énergie, évidemment, ça crée de manière structurelle une consommation accrue. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous regardez les émissions des ménages en termes de gaz à effet de serre sur le logement, les arrondissements parisiens les plus riches sont les plus émetteurs. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire le parc de logement public, HLM notamment, a été rénové pour baisser les factures et augmenter la qualité de vie. Donc, une politique publique d'amélioration du logement pour faire en sorte qu'il y ait moins de précarité énergétique et que les gens se chauffent l'hiver, eh ben, ça a permis d'améliorer leurs conditions de vie et ça a un impact positif sur le carbone. Mais deuxièmement, parce que vos ménages riches, ils habitent dans des immeubles anciens qui sont des passoires thermiques et au lieu d'avoir à chauffer 50 mètres carrés pour 4, ils ont à chauffer 300 mètres carrés pour 2. Forcément, ça consomme plus. Et donc, l'idée, c'est aussi de se poser la question de la nécessité. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une piscine privée, un jet privé? La question, c'est aussi celle de la mutualisation. Qu'est-ce qu'on partage? Et là, je n'ai pas la réponse parce que ce n'est pas normatif. Je m'explique. Pendant le Covid, on vous a parlé de biens essentiels. Qui aurait pu penser que je vois la magnifique bibliothèque en arrière-plan, qui aurait pu penser que les livres étaient un bien essentiel? Évidemment que c'est un bien essentiel.
Ça fait partie des objectifs de développement durable, l'accès à la culture, l'accès à la musique, l'accès au cinéma, à l'art, à un beau paysage, à l'éducation. Sortir en famille, on s'est tous rendu compte pendant le confinement que voir ses voisins prendre un apéro en terrasse, en tout cas pour un Français, je fais de la caricature aussi culturaliste, c'était absolument essentiel, c'était vital. Donc c'est aussi à nous de collectivement de décider qu'est-ce qui est vital ou pas. Et ça varie en fonction des générations. Euh, Typiquement, moi, les réseaux sociaux, c'est un truc, c'est pas vital parce que je suis pas née avec. Le téléphone portable, beaucoup plus. Vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents, peut-être que le portable, ils en ont pas. Avoir du maquillage ou des soutiens-gorge, c'était quelque chose d'absolument essentiel pour les femmes de ma génération. Aujourd'hui, la couleur, le soutif et voilà, c'est plus essentiel. Et donc, c'est aussi, nos modes de vie sont le reflet d'imaginaire collectif, de récits et de choix que nous faisons entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que ce sujet du climat, il est politique. Pas politique au sens de partisan, il est politique au sens où il implique des choix. Le travail des décideurs aujourd'hui, politiques et économiques, c'est de maintenir ouvert la gamme des choix. Vous verrez peut-être pendant votre cursus cette question des capacités que moi je trouve phénoménale. C'est comment est-ce qu'on maintient les choix en garantissant l'accès aux ressources qui vous permettent d'être libre. C'est un enjeu de liberté. C'est pas l'écologie qui est punitive. C'est le climat et la biodiversité qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sont en train de contraindre nos avenirs. Toute l'humanité s'est construite sur l'affranchissement des limites de la nature. Aujourd'hui, nous sommes capables d'aller sur des comètes, on parle d'aller sur la Lune, on fait des bébés dans des éprouvettes, on repousse la mort, on change de sexe, on change de couleur de cheveux, on peut y voir quand on n'y voit plus, on peut marcher quand on n'a plus de jambes, on peut faire des tas de choses. On s'est affranchi en partie de la nature. Et pour la première fois dans notre histoire, on apprend qu'il y a des limites dures à notre développement, le niveau de changement climatique, le niveau de biodiversité et derrière les inégalités sociales. Et donc ce choix-là, c'est pour ça que ce n'est pas perdu. Parce que le seul travail qu'on a à faire, c'est de maintenir ouvert cette gamme des choix. Et ça, c'est des enjeux éthiques, politiques, moraux. Et à partir de ce moment-là, vos profs, les scientifiques s'en vont. Parce que c'est à chaque individu en son âme et conscience de décider ce qu'il pense être juste, ce qu'il pense être équitable, ce qu'il pense être éthique et moral. Merci Magali. On a déjà largement dépassé le temps qui nous était, le temps qui nous était imparti. Il y a eu une question sur la croissance dans le chat. Je vous ai mis une petite référence, mais il y aura un cours spécifique là-dessus. Il y avait une dernière question d'Emma. Je ne sais pas si Emma, vous voulez la poser ou pas. Et si vous êtes, oui, je crois que vous êtes encore là. Et puis Magali nous fera une toute petite réponse et nous nous quitterons. Allez-y, Emma. Bah non. Et Emma, non. Tant pis. Merci infiniment. Merci de votre attention. Il y avait encore Arthur. Voilà, on traitera tout ça en cours. Enfin, on essaiera de vous apporter quelques réponses. Merci infiniment à Magali Regueza de nous avoir rejoints. Et bon après-midi à tous et toutes et à très bientôt. Ouais, un grand bravo. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.